Madame, monsieur, bonjour. Noël, fête de la famille, mais aussi fête de la consommation. Et si le Père Noël est le préféré des enfants, il est aussi le chouchou de l'économie et est à la tête d'un véritable business. Le business de la Noël avec les dépenses incontournables des fêtes de fin d'année, c'est le sujet du dossier de la semaine. Au menu du décryptage, la forte participation du Bénin à la COP24 à Katowice en Pologne. Un engagement fort qui prend sa source dans la volonté du Bénin de s'affirmer en tant que leader de la lutte contre le changement, la lutte contre le réchauffement climatique. On fera le point tout à l'heure dans un court instant dans le décryptage. C'est donc parti pour une nouvelle aventure de votre émission Wikeko. Tout de suite, le mini-journal avec Amandine Aniabossou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal de Wikeko. La 54e rencontre des partis sur les changements climatiques a pris fin le samedi 15 décembre dernier à Katowice, en Pologne. Les pays ont trouvé un accord sur un guide technique essentiel pour l'application de l'accord de Paris. On fait le point de la COP24 avec William Tchoki. 24e conférence des partis sur les changements climatiques. C'est la dernière ligne droite ici à Katowice. 2 semaines de négociations, d'intenses moments de discussion entre les délégués des 196 pays. Le Bénin y a pris une part active. Ces cadres nous dressent le bilan. Au niveau de l'article 7 qui concerne l'adaptation, l'agriculture a été beaucoup plus en vogue dans cette partie de négociation où nous avons vu encore nos cadres insister surtout sur la création du Centre international pour une agriculture résiliente au changement climatique, l'initiative du chef de l'État béninois depuis la COP22 et qui désormais apparaît dans les conclusions et qui sera discuté à partir de mai 2019 au niveau des différents organes, le SUBSTA et puis le SBI, qui sont des organes de mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc au niveau de l'adaptation, il y a eu des progrès, il y a un document qui a été élaboré, plusieurs documents même au niveau de l'agriculture ont été élaborés. Mais quand vous venez au niveau de l'article 8, qui concerne les pertes et préjudices, là aussi nous avons pu ébaucher dans des documents qui ont été validés, même s'il y a encore quelques crochets qui subsistent encore, mais on peut déjà se frotter la main parce que c'est pour la première fois que nous prenons en compte suffisamment ce volet, les pertes et préjudices, où nous reconnaissons véritablement ce que les affres, les changements climatiques créent sur nos populations. Et je crois que c'est déjà une avancée par rapport aux autres années. Tout n'est pas rose pour cette énième négociation sur le climat. Elle devrait accoucher des instruments de mise en œuvre de l'accord de Paris. Les discussions sont renvoyées pour le mois de mai prochain. À défaut du grand frémur, il y a eu des fleurs annonçant un début de dénouement pour l'humanité. Au niveau de l'adaptation, il y a eu des progrès. Il y a un document qui a été élaboré, plusieurs documents même au niveau de l'agriculture ont été élaborés. Mais quand vous venez au niveau de l'article 8, qui concerne les pertes et préjudices, là aussi nous avons pu ébaucher dans des documents qui ont été validés, même s'il y a encore quelques crochets qui subsistent encore, mais on peut déjà se frotter la main parce que c'est pour la première fois que nous prenons en compte suffisamment ce volet, les pertes et préjudices, où nous reconnaissons véritablement ce que les affres, les changements climatiques créent sur nos populations. Et je crois que c'est déjà une avancée par rapport aux autres années. Le Bénin, lui, a reçu un soutien de taille. Tout le groupe africain des négociateurs l'accompagne dans sa volonté d'abriter le CIRAC, le Centre international de recherche pour l'agriculture résiliente au changement climatique. J'en appelle à un sursaut pour soutenir une telle initiative pertinente et je compte sur votre appui pour la création effective de ce centre qui sera l'un des instruments de mise en œuvre de l'accord de Paris.
Le Bénin a gagné quand nous prenons par exemple notre stratégie faible, notre stratégie à faible intensité de carbone, notre stratégie de développement à faible intensité de carbone. Nous avons pu, donc avec l'Alliance mondiale des changements climatiques, obtenir un financement pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc l'Alliance nous accompagne dans la planification de l'action climatique et met les moyens à notre disposition pour que nous puissions mettre en œuvre résolument notre stratégie. Ça, c'est déjà un grand pas. Et quand nous prenons le CIRAC aussi, c'est un grand pas parce que nos pairs nous accompagnent. On a réussi à convaincre nos pairs. C'est aussi un grand pas pour le Bénin. En dehors de ça, pour ce qui concerne le PASS-PNA, je dois citer que le PNUD, avec le PNUD, nous avons soumis au niveau du PNUD la deuxième phase de notre PNA et ça a été discuté encore ici et nous avons l'appui donc de nos partenaires. Avec la BOAD aussi, il y a un volet énergie, donc ce projet est soumis. Ici, nous avons discuté encore des contours pour pouvoir intégrer les secteurs privés pour que ce soit sur la base d'un partenariat public-privé. Donc le Bénin part quand même avec ces différents éléments qui nous réjouissent énormément. Le Bénin a aussi présenté l'état des lieux des capacités de planification au changement climatique à travers le processus PNA, le plan national d'adaptation, désormais pris en compte dans toutes les politiques et stratégies de développement. Et le processus a démarré effectivement au Bénin en 2013 par l'élaboration d'une feuille de route qui a permis sa mise en œuvre avec l'avènement du projet d'appui scientifique au processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation. Et pour la réussite de ce processus, il était important de faire l'état des lieux. Dans ce cadre, le Bénin a conduit en 2017 l'état des lieux qui nous a permis d'identifier le niveau actuel des facteurs de succès, fixer les objectifs stratégiques à atteindre et proposer des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs fixés. 14 jours de négociations sur les changements climatiques ici à Katowice. Les fruits n'ont pas tenu comme cela se doit, la promesse des fleurs, mais il y a lieu d'espérer vu la ferme volonté des différentes parties. L'abattage anarchique des cocotiers n'est plus possible en République du Bénin. Pour protéger ces espèces, le gouvernement vient de sortir une décision qui interdit tout abattage de cocotiers sans autorisation préalable. Et pourtant, le cocotier fait partie des espèces protégées depuis 1993, une décision qui vient renforcer la législation en la matière. Reportage. Plante tropicale, le cocotier fructifie tout au long de l'année. On le rencontre sur toutes sortes de sols où d'autres cultures ne peuvent s'adapter. Il a une importance vitale. Le cocotier fut l'une des tout premières plantes à être domestiquée par l'homme. Parmi les 500 000 espèces recensées sur la Terre aujourd'hui. Cela va sans dire que le cocotier est une partie de l'homme. Les cocotiers contribuent à stabiliser nos plages et à offrir un écosystème propice à un certain nombre d'espèces d'oiseaux, d'insectes et aussi d'autres espèces de flore le long de nos plages. Malheureusement, on assiste de plus en plus à un abattage anarchique des cocotiers au Bénin. Du fait de la pression humaine, cette flore est en voie de disparition. Le cocotier est appelé l'arbre au sans usage. Les populations les utilisent et parfois de façon abusive. La menace fondamentale qui est identifiée aujourd'hui au Bénin, c'est que les cocotiers sont coupés et les bois sont utilisés comme des chevrons pour construire des habitations. Une action urgente s'impose pour régénérer ce couvert végétal. Il est désormais interdit d'abattre les cocotiers au Bénin sans autorisation. Et donc, à un moment donné, lorsque les dirigeants prennent leurs responsabilités, je pense qu'on ne peut qu'encourager et même les amener à aller au-delà parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter sur les cocotiers. Il n'y a pas que les cocotiers qui sont mutilés, abattus n'importe comment au Bénin. Il suffira à l'État de vulgariser la chose. D'abord au niveau des villages, des arrondissements, des communes, pourquoi pas des départements, surtout en mettant en branle nos conseillers locaux.
C'est un grand pas qui vient d'être franchi. Les autorités préfectorales sont mandatées pour le respect strict de cette décision. Le cocotier est aussi une plante nécessaire, n'est-ce pas, pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Donc nous invitons à appliquer davantage, le gouvernement à appliquer davantage les lois relatives à la biodiversité, relatives à nos ressources génétiques. La ville de Cotonou dispose d'un nouvel abattoir de gros bétail. L'infrastructure est érigée au quartier Akpakpa. La construction et l'équipement de cet abattoir de type moderne fait partie des résultats probants du projet d'appui aux filières lait et viande Pafilave. Le bâtiment a été mis en service ce jeudi. Patrick Adjabodjo. Ambiance quotidienne sur le site de l'abattoir des viandes de bovins de Cotonou. Construit il y a 40 ans. Aujourd'hui, à peine 100 bovins y sont abattus par jour. La qualité des viandes sorties d'ici et mises sur le marché est source d'insécurité sanitaire. Mais désormais, les conditions changent. Un nouvel abattoir de gros bétail construit aux normes internationales s'érige. À l'intérieur, le nombre de bovins à abattre passe à 120 par jour. De la viande saine et de bonne qualité mise à la consommation. Avant de construire notre abattoir, nous avons visité un certain nombre d'abattoirs dans la sous-région pour voir les modèles, les problèmes. Nous sommes inspirés de ce qu'ils ont fait pour améliorer le standard des équipements. Donc aujourd'hui, si vous visitez l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas évident que vous puissiez retrouver des équipements de ce standard-là aujourd'hui. Des bouchers formés et qualifiés travaillent dans ce cadre approprié. Le site d'abattage est mis en service. Il y a des emplois donc directs et des emplois donc indirects. Les emplois donc directs, c'est le personnel de l'abattoir même, qui s'élève à une cinquantaine donc, de personnes. Les emplois donc indirects, c'est ceux qui travaillent avec nous au niveau de l'abattoir, donc les bouchers pour qui nous travaillons. Il y a un lot de bouchers avec leurs apprentis. Ils sont autour de 125 personnes. Plus de crainte pour s'approvisionner en viande saine de bovins et de caprins à l'abattoir de Cotonou. Tout ce qui est viande bovine, en majorité, va être préparé ici. Ça va donc avoir un impact sur l'ensemble des habitants de la ville de Cotonou et environ. C'est ça l'impact le plus important pour contribuer, disons, à leur sécurité sur le plan sanitaire. Une solution efficace contre le manque d'hygiène et d'assainissement. Cette nouvelle architecture est sans nul doute une preuve de la volonté manifeste de booster le sous-secteur de l'élevage, notamment les filières lait et viande. Fin de ce mini-journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Amandine Agnambossou. À votre suite, Estelle Pazou a parcouru les journaux pour nous. Voici la revue de presse économique. Amis des canards, salut. C'est parti pour la revue de l'actualité économique de la semaine. Fraternité ouvre le bal et affiche à sa une Millennium Challenge et Count, le Bénin éligible à un nouveau compact régional. Pour le quotidien, c'est une bonne nouvelle pour le Bénin qui gagne une fois encore la confiance des États-Unis. En attendant de connaître l'aboutissement, le journal nous informe que ce nouveau compact vise entre autres à accroître la productivité et la production des entreprises. Continuons notre randonnée avec Nouvelle Expression qui nous apprend que dans le cadre du financement de la construction de la route Djougou-Banikwara, le gouvernement Talon vient de bénéficier de 123,2 milliards de francs CFA. L'objectif, ajoute le journal, est d'amenuiser les peines des populations et de désenclaver les zones cotonnières du Bénin. La nation apporte sa touche de précision et vient rappeler qu'il s'agit en effet d'une approbation d'accord de prêt par la BAD.
Pour les détails, écrit le journal, la fameuse route cotonnière ainsi nommée, en raison de ce qu'elle dessert la plus grande zone de production cotonnière du pays, est longue de 212 km. L'échiquier qui écrit à propos, bitumage de la route cotonnière dès le second semestre 2019, voit plutôt un soulagement pour les populations de Banikwara, Djougou, Benko et Kérou. La loi 2018-39 portant loi de finances relative au budget de l'État exercice 2019 a été adoptée jeudi à l'unanimité des députés présents et représentés au Parlement, moins 11 voix. La presse du jour en fait sa une du vendredi, puis propose dans ses colonnes les innovations et mesures fiscales apportées au budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1877,743 milliards de francs CFA. Et à l'économiste de préciser que le présent budget connaît une légère hausse de 0,8% par rapport au précédent. Fraternité vient boucler la boucle et propose à lire la réaction de quelques députés à l'issue du vote. Activité au troisième trimestre 2018 dans l'UEMOA, le taux de croissance du PIB du Bénin a atteint 6,8%. C'est l'économiste qui relaie l'information. Le journal mentionne par ailleurs que cette performance est imputable au record obtenu dans la production de l'or blanc. Pour une prévision de 600 000 tonnes, les récoltes de coton-graines sont estimées à 700 000. On reste avec l'économiste qui publie dans une autre de ses parutions de la semaine 2 ans du PAG, des appuis aux petites et moyennes entreprises. Le journal fait le point du passage du ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi sur la télévision nationale. Amélioration du climat des affaires, promotion des petites et moyennes entreprises, plusieurs lois ont été votées dans ce sens selon Modeste Kérékou, qui a également fait savoir qu'il est plus aisé de créer des entreprises aujourd'hui au Bénin que par le passé. Il a pour finir appelé les jeunes à la détermination. Économiste toujours écrit à sa une, maîtrise de la consommation de l'énergie, moratoire de 18 mois pour des appareils normalisés. Le journal explique que le Conseil des ministres du mercredi 19 décembre 2018 s'est penché sur les normes minimales de performance énergétique des lampes et climatiseurs à utiliser au Bénin. La raison, l'augmentation incontrôlée engendrée par ceux sur le marché et qui ne favorise pas la politique de gestion conséquente de la capacité énergétique dont dispose le pays. Il a donc été décidé de favoriser l'importation et la distribution de lampes et climatiseurs énergétiquement économiques au plus tard le 30 juillet 2020. Finissons avec l'affaire ICC Service qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Fraternité y consacre un dossier spécial et propose le film de l'audience à la criette et les révélations du procureur général à Moussou. Matin libre comme pour ôter tout espoir aux épargnants victimes, écrit qu'ils devront beaucoup attendre. Fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, prenez du plaisir sur Wikeko. Merci Estelle Pazou pour cette revue. Rendez-vous dimanche prochain. À présent, le décryptage. On parle de la COP24 et plus précisément de la participation du Bénin qui s'est mobilisé pour renforcer son image dans les négociations sur le climat. Des jeunes enfants éco-citoyens aux élus municipaux et au cadre du ministère de l'Environnement, la mobilisation était grande. Et il y avait également un journaliste. Lui, on l'appelle Didier Hubert Madafima, journaliste expert en gestion des risques et catastrophes. Bonjour, monsieur Madafima. Bonjour. Alors, vous étiez à Katowice et à Katowice, justement, un manuel d'exécution qui détermine le mode d'application à partir de 2020 de l'accord de Paris a été adopté. Comment est-on arrivé à cela? Ça a été dur. Dès le début, on a senti que l'accord 24 n'ira pas à son terme. Mais les gens, les différents délégués ont accordé jusqu'au bout leur violon. Il faut commencer par dire que l'accord de Paris sur le climat a été voté en 2015. Oui. On avait besoin de 5 ans pour mettre en œuvre les outils et instruments de gestion. Donc, il y a un petit souci entre la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
et l'accord de Paris sur le climat. Dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il est dit que les pays développés doivent apporter les moyens nécessaires aux pays sous-développés pour la gestion des effets du climat. Cette disposition a disparu dans l'accord de Paris sur le climat. Dans l'accord de Paris sur le climat, on a mis tout le monde au même niveau d'engagement, au même niveau, tous les pays à un même niveau. À partir de là, qui va apporter quoi si nous sommes au même niveau, au même pied d'égalité. Donc, à partir de là, les discussions corsées au début, les négociateurs africains ont demandé à ce que, pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, qu'il soit mis une condition spécifique pour les pays développés, pour les pays en voie de développement, ce que les pays développés n'ont pas voulu. Pourquoi est-ce que depuis Paris, cette mise en œuvre, ou plutôt ce dispositif qui doit être mis en place a pris autant de temps? Vous savez, le climat, c'est quand même un gros enjeu, enjeu politique, enjeu géopolitique, enjeu socio-économique, beaucoup d'enjeux. Ce qui fait que les gens font les choses de manière assez lente. C'est vrai que compte tenu de l'ampleur des effets, on devrait aller plus rapidement. En fait, ils ont regardé ce qui s'est passé avec le protocole de Kyoto. Parce que quand le protocole de Kyoto a été adopté, il a fallu 5 ans pour que ce protocole-là soit entré en vigueur. Donc les gens se sont dit, en 5 ans, on peut atteindre le nombre de pays qui ont ratifié l'accord et qui peut permettre de mettre en œuvre cet accord-là. Or, pour l'accord de Paris, très rapidement, en 1 an, tous les pays ont ratifié l'accord de Paris. Et puis, le groupe de travail spécial qu'on a mis en place avait besoin de 5 ans pour élaborer les lignes directrices, les procédures de gestion et autres. Donc, ce sont ces différents instruments-là qui ont été discutés à la COP24, qui était une COP à gros enjeux. Moi, j'étais sûr que les gens n'iront pas au bout des discussions et que ça va être comme Copenhague en 2009. Mais bon, à la fin, on a pu sauver quelque chose. Alors, avec ce manuel d'exécution, est-ce qu'aujourd'hui les pays africains peuvent espérer avoir ce soutien-là pour faire face aux questions de changement climatique? Non, disons que c'est un accord à minima. Et comme je vous ai dit, chaque pays a essayé de tirer le drap de son côté. Vous voyez les pays producteurs, vous voyez les pays développés et tout. Chacun a essayé. Par exemple, avant les travaux de la COP24, le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, avait sorti un rapport demandé par les Nations Unies. Ce rapport-là devait être examiné à la COP24, compte tenu de ce que de l'importance d'abord de ce rapport et l'alerte contenue dans ce rapport. Ça devait être la première chose à étudier, parce que le rapport dit si d'ici 2 ans on ne fait rien, ça risque d'être compliqué. Mais l'Arabie Saoudite et les autres pays producteurs ont tout fait pour rejeter ce rapport-là. Parce qu'il est écrit dans ce rapport-là par une structure de choses ils ont fait un bon accueil de ce rapport. Et le bout de phrase là a fait que les gens ont dit, ah non, jamais, pourquoi? Et cette structure-là apprécie le rapport et ils ont rejeté le rapport. Autrement dit, les amènes du rapport pour une prochaine conférence. Oui, non, en fait, bon, il y a beaucoup de rendez-vous pour en attendant la prochaine COP. Alors, le Bénin était vraiment mobilisé à cette COP24. Quelle a été la participation du Bénin? On devait avoir à peu près une 60aine de cadres, experts scientifiques et tout, qui ont travaillé dans les différents groupes de négociateurs et autres. Bon, il faut vous dire qu'il y a souvent à ces genres de rendez-vous
la partie politique qui font partie des négociations. Et il y a les événements parallèles, les side events et tout ça là. Donc, chaque cadre qui était parti à la COP avait une lettre de mission. Une lettre de mission pour être dans telle ou telle commission, pour être à tel niveau. Ce qui est intéressant et qu'il faut le rappeler, qui a mobilisé l'attention des cadres, c'est surtout l'initiative que le chef de l'État a évoquée à la COP 22, comme quoi le Bénin est prêt à abriter le CIRAC, qui est le Centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique. Le groupe africain a déjà accepté et fait la diplomatie pour que le Bénin abrite la structure. Il a fallu présenter ça aux autres et il y a eu toute une diplomatie. Mais cette structure dont vous parlez doit servir à quoi? En fait, dans le cadre des changements climatiques, le premier secteur qui sera impacté, c'est le secteur de l'agriculture. Bon, et tous les autres secteurs, il y a le secteur de l'eau et d'autres secteurs, il y a l'érosion côtière et tout. Donc, quand on parle d'agriculture, on ne peut plus faire l'agriculture comme on le fait aujourd'hui. Donc, on a besoin de faire des recherches, on a besoin de voir à tous les niveaux ce qu'il faut changer pour que, à partir de prochaines années, où on espère que la population va augmenter, il va falloir travailler suffisamment pour voir qu'est-ce qu'il faut changer dans le domaine agricole, qu'est-ce qu'il faut apporter et tout, quels sont les instruments qu'il faut mettre en œuvre pour que si on a ce supplément de gens et ceux qui sont aujourd'hui, par exemple, là, tout le monde doit manger. Donc faire face. Il faut y faire face. Il faut un gros travail. Il faut voir s'il faut changer la façon de produire. Il y a un autre concept que la FAO a amené, l'agriculture intelligente face au changement climatique. Comment on peut faire tout ça? On a besoin de recherche, on a besoin de... Alors avec ce centre, le Bénin se positionne ainsi comme un phare, un centre névralgique, puisque c'est un centre international. C'est ce qui est assez intéressant parce que depuis un certain moment, on n'a pas... le Bénin n'a pas un impact assez positif sur les négociations et autres là. Donc à partir de là, on a commencé par comprendre que le Bénin, au niveau de la sous-région ou bien sur le continent africain, est en train de montrer que les questions des changements climatiques le préoccupent suffisamment et préoccupent ses autorités. Alors, un autre aspect qui était quand même présent, on a remarqué les élus communaux, une délégation de l'Association nationale des communes du Bénin qui a posé la problématique de la territorialisation des questions environnementales. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Non, pendant longtemps, on les appelle les acteurs non étatiques. Pendant longtemps, ils ont été écartés des négociations sur le climat. Mais à un moment donné, les gens ont constaté que c'était une erreur. C'était une erreur parce qu'en fait, c'est des gens qui gèrent des territoires. Et ces territoires-là sont impactés par les questions des changements climatiques. Donc, on ne peut pas parler des changements climatiques sans les associer. Tout à fait. Donc, depuis, je crois, 2 ou 3 COP, surtout à partir de la COP 21, ces élus locaux-là sont invités. Ils viennent avec des projets, ils viennent avec des demandes. À la COP 24, il y avait le président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo, qui avait, à la tête d'une forte délégation, rencontré d'autres partenaires, montré comment les villes africaines peuvent être impactées par les effets des changements climatiques, quels sont les moyens, les mesures qu'il faut développer pour que, quand ça arrive, il faut pouvoir y faire face et tout. Donc, alors, est-ce qu'au Bénin, ou plutôt parmi les propositions qui ont été faites par l'ANCB, est-ce qu'on a une proposition de ville verte? Mais forcément, ça commence par là. Parce que quand vous circulez dans Cotonou aujourd'hui, quand il fait chaud, vous pensez que vous êtes dans un entonnoir. Donc, on a besoin de reverdir nos villes. Et ça doit être la première préoccupation. Non seulement pour avoir de l'air frais. Ensuite, vous savez, l'arbre
joue plusieurs rôles. Tout à fait. Séquestrer le gaz carbone, et dégager de l'oxygène, apporter un certain nombre d'éléments d'architecture et autres, d'esthétique à une ville. Donc forcément, et dans le cadre du changement climatique, on n'a pas le choix. Donc les villes et les communes doivent beaucoup travailler pour que, parce que ce sont elles qui abritent les populations, surtout les populations les plus vulnérables. Donc à chaque niveau, ces acteurs-là doivent réfléchir à ce qu'il faut apporter pour que les populations sentent moins les effets des changements climatiques. Alors, le Bénin était à la COP24 avec des propositions fortes, mais à la fin, le Bénin est revenu avec quoi? Il faut dire que le Bénin a fait beaucoup de choses. Quand j'ai parlé tout à l'heure du CIRAC, l'initiative du chef de l'État, il y a eu une communication autour de cette initiative-là, où il y avait les cadres qui ont présenté le CIRAC aux autres acteurs, les objectifs, le contexte et tout ce que vous voulez. Ensuite, le Bénin abrite depuis quelques années des projets, par exemple le projet national, le PNA, le projet national d'adaptation. Et ce projet-là est en même temps géré, que ce soit au Bénin et au Burkina Faso et au Sénégal. On a le même projet dans ces trois pays-là. Donc les trois pays se sont réunis pour présenter une communication au cours de laquelle ils ont montré le travail qui est fait, ce que les gens attendent de tout ça là. Parce que ce sont des projets qui travaillent dans trois secteurs, santé, agriculture et eau, pour voir quels sont les niveaux de vulnérabilité des populations dans ces trois secteurs-là. Il y a eu une communication autour. Le Bénin a reçu aussi un trophée donné par le Sénégal pour les efforts qui sont faits dans notre pays par rapport à la protection de l'environnement. Il y a eu beaucoup de choses. Le Bénin a participé au dialogue Talanoa, un dialogue qu'on a mis en place depuis la dernière COP, qui permet à tous les pays de se réunir. Talanoa, c'est en langue fidji, c'est comme sous l'arbre par arbre. Donc chacun s'assoit avec un sujet très pointu et chacun apporte l'élément qu'il faut et à partir de là on cherche des solutions. Donc le Bénin a participé à toutes ces discussions-là, et à tous ces panels-là. Il y a quand même quelques retombées financières. Par exemple, le Bénin aura un financement à partir de l'Alliance mondiale des changements climatiques pour financer la stratégie de développement à faible intensité de carbone. D'accord. Par exemple, c'est assez intéressant. Comment faire pour que le Bénin, son développement ne soit pas comme le développement des autres, où il y a, à partir de ces développements-là, on a beaucoup de gaz à effet de serre et tout. Et le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, le PNA, le Plan national d'adaptation, qui est financé par le PNUD, le Bénin actuellement est en train de mettre en place des stratégies pour la deuxième phase de ce projet. Il y a le volet énergie aussi que la BOA a décidé de financer. Donc autant de retombées ramenées de la COP24 et qui montrent que la participation du Bénin à cette conférence a été très fructueuse. Très fructueuse. Merci beaucoup à vous, chers confrères et aînés. Didier Hubert, Madame Fumé, je rappelle, vous êtes journaliste, expert en gestion des risques et catastrophiques. Merci pour avoir été nos yeux et nos oreilles en Pologne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le décryptage finit donc ici et laisse la place au dossier de la semaine.
Que ce soit pour l'industrie du jouet, de l'agroalimentaire ou encore en high-tech, Noël est une période importante qui décuple les dépenses. Vous vous préparez certainement à saigner vos dépenses et à subir la dure loi des fêtes de fin d'année. On en parle tout de suite, ou plutôt on parle tout de suite du business de la Noël juste après cet élément. Pas besoin de se gêner pour le constater, c'est déjà Noël. Pour faire la surprise à sa fille, Antoine vient de lui acheter son jouet. Bon, j'ai choisi un jouet instructif qui va permettre à mon enfant d'évoluer normalement dans la société et qui va l'inciter à être une femme parce que déjà c'était une bassine, elle va apprendre comment puiser de l'eau, tout ça là. C'est très important et non à citer des objets ou bien des jouets qui va inciter l'enfant à être violent dans la société. Comme lui, Pacom aussi a fait un tour dans les stands. Il a réussi à trouver ce qui, à son sens, serait bon pour sa fille. Je lui ai pris l'ordinateur pour qu'elle puisse manipuler ça, pour calculer, faire le calcul et savoir lire ABC. C'est pour développer un tant soit peu l'intelligence de l'enfant, au lieu de lui payer une voiture ou bien un pistolet, quoi là, ça ne peut pas aller. C'est tout juste pour développer l'intelligence de l'enfant. Visiblement, les parents ont de plus en plus à cœur l'impact des jouets sur leurs enfants. Pas question de choisir au hasard. Si ce n'est pour développer l'intelligence des enfants, ils mettent un point d'honneur sur la vie en société et choisissent en conséquence. Mais ils ne sont pas les seuls. Ici, dans ce stand de vente, les vendeuses sont également attentives à ce qu'elles proposent aux parents. Nous proposons des poupées, des cuisines grandes et petites, à courant et à pile. Ceux qui viennent acheter préfèrent les jeux instructifs. Je vends les avions, les poupées, ordinateurs, tous les articles. Et pour finir, les spécialistes recommandent de ne pas forcément attendre Noël pour offrir des jouets aux enfants. Je le disais donc, à quelques jours des fêtes, le marché de Noël prend un peu plus de vigueur, un business en perspective. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Alimat Badarou. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes auditeur comptable et justement nous sommes dans le mois de décembre, un mois par excellence où on observe le traditionnel marché de Noël. À votre avis, comment, ou plutôt qu'est-ce qui explique ce marché qui fleurit chaque année? Oui, la présence de nos enfants en famille explique déjà le développement de ce marché chaque année. Parce que pour peu qu'au cours de l'année, on doit faire des promesses aux enfants en leur disant que bon, si tu travailles bien, ben, tu vas voir Papa Noël. Tu n'es pas sage, ben, tu ne vas pas voir Papa Noël. Donc déjà, les enfants, ça devient un truc que pour eux, on ne peut plus leur prendre ça. Et donc, les industries, les commerçants, tout le monde en profitent. Puisqu'on sait que le parent soit riche ou pauvre, il va devoir répondre aux attentes de son enfant. Et ce sont nos enfants bien-aimés qu'on aime bien. Donc, on a envie de les chérir, de leur faire plaisir. Et donc, du coup, ce truc-là est devenu... ce phénomène de Noël, on ne peut pas s'en passer. C'est devenu une tradition. Que tu sois musulman, chrétien ou non, tout le monde fait Noël. Alors, mais justement, tout le monde fête Noël et on observe dans les rues des commerces qui s'ouvrent précisément pour la période des fêtes de Noël. Cela ne se comprend pas. Oui, c'est justement ce que je vous dis, c'est-à-dire que la tradition étant là, on ne peut plus se passer. Chacun en profite pour faire ses affaires.
Vous voyez? Et donc, dans toutes ces affaires que vous voyez, vous avez aussi ceux qui avaient déjà les vieux stocks et ils se disent que c'est à cette occasion que je peux écouler parce qu'ils savent que les gens vont faire des achats. Et aussi, il y a le Nouvel An aussi qui aussi se juxtapose au Noël où il y a des familles, des gens qui vont se revoir, présenter les vœux, se donner les cadeaux. Donc, pour les commerçants, les gens qui font le marketing, c'est une bonne occasion pour faire de bonnes affaires. Et donc, toutes les sociétés, même les sociétés de services, savent que c'est une période particulière pour proposer des services. Je parie que vous aussi, vous avez des offres spéciales que vous faites pour les commerçants à la période de fin d'année. Donc, c'est vraiment une période d'attention, d'attraction où on peut faire des affaires. Mais il se trouve qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on veut faire comme affaire. Parce que quand vous allez maintenant dans les marchés, tout est déversé. Et donc, je salue d'ailleurs la prouesse des inspecteurs de l'hygiène qui sont rentrés dans les marchés déjà pour aller voir les produits périmés que les gens veulent chercher l'occasion de déverser. Et donc, il faut que les gens fassent attention. C'est vrai qu'il y a plus de produits, mais il faut regarder quel produit c'est, s'assurer des bons produits avant de les consommer sur le plan alimentaire. Et maintenant, pour ce qui concerne les jouets et autres, tout ça, bon, vous allez me dire c'est les mêmes trucs qui reviennent. Et quand il y a des innovations, on les sort. Et donc, il y en a pour tout le monde pratiquement parce que à la fin même, je me demande même si les parents même ne fêtent pas Noël, c'est pas que les enfants. Noël n'est plus que les enfants parce que le mari aussi offre des cadeaux à sa femme, et la femme aussi offre un cadeau à son mari pour joindre en même temps le Nouvel An et Noël. D'ailleurs, c'est une semaine qui les sépare. Voilà. Donc, du coup, franchement, pour déjà avertir tout commerçant, c'est la période où on peut faire les affaires, écouler les anciens stocks, sortir un nouveau produit. Alors donc, on peut faire des affaires comme on peut ne pas faire des affaires. Alors, je vous ai parlé du volet où on peut tomber sur les denrées périssables. Et il y a aussi le volet où les produits que vous avez vus en début d'année qui étaient chers, il y en a qu'on se dit tranquillement, on va attendre la fin d'année pour acheter, peut-être qu'il y aura une baisse. Maintenant, sur nos marchés ici, c'est un peu délicat parce que dans les grands marchés où les choses sont ordonnées et que les prix sont contrôlés, et quand on parle de solde, de fin d'année, de commerce, c'est du vrai solde. On vous met déjà à la vitrine 30%, 40%. De faux soldes chez nous. Ah oui, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est-à-dire il y a un dictat qu'on subit. Vous voyez, parce qu'on sait déjà que les gens vont devoir le faire. Déjà, le chantage est déjà au niveau des enfants d'abord. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Et donc, les gens se disent que de façon incontournable, ils vont vendre et que les gens vont aller dans le marché. Donc, il y en a qui font croire, ils font de la promotion, mais entre-temps, ils exagèrent parce qu'ils en profitent pour augmenter le prix. Et comme on est obligé d'acheter, que c'est la seule période là, c'est 12 mois après, donc on subit. Mais maintenant, il y a des marchés qui sont organisés dans certains pays où quand on va à la vitrine, on met du 30%. C'est vraiment du 30%. Alors donc, moi, je ne vais pas contre les commerçants. Hein. Je souhaite qu'ils fassent de bonnes affaires. Mais en même temps, je pense aux populations, aux gens qui doivent offrir des cadeaux, de leur dire de bien regarder les articles en début d'année et qu'à la fin d'année, de bien s'assurer vraiment que c'est vraiment une promotion. Oui, mais s'il faut regarder les articles en début d'année, est-ce qu'on pourra garder le prix jusqu'en fin d'année? Non, mais bon, il y a une tendance quand même. Hein. Il y a une tendance, il y a des magasins qui sont là, qu'on connaît, qui ont de nouveaux articles souvent. Et puis après, ils mettent promotion. Quand vous êtes averti, sinon vous allez voir une promotion masquée où, attends, le prix il était à 20 000 avant, à la fin de l'année on dit promotion, attends, on l'a mis à 25 000 et qu'on vient enlever 10-15% à la fin, il n'y a aucune promotion. Donc il y a des commerçants aussi malins qui font ça. Donc en fait on assiste à tout. Et il y en a des gens, il y a des commerçants aussi qui sont honnêtes, qui veulent vraiment liquider. Et que vous allez constater que vraiment vous avez à gagner, à attendre vraiment la fin d'année parce qu'ils font des soldes. Il y a des banques, quand vous prenez les grosses structures, qui vendent les matériaux de maison, eux aussi, ils baissent des prix. Et en tout cas, chacun dans son métier sait quand on a baissé son prix ou pas, que ce soit la couturière qui aille chercher les pailles. Et chez Taylor, et chez les grandes marques, je ne vais pas appeler un nom pour ne pas paraître faire la publicité à une marque donnée, mais je sais que ce soit les couturiers, les gens qui coûtent, qui revendent, ils vont regarder au niveau des pailles, est-ce qu'il y a du solde. Quand vous regardez les gens, les entrepreneurs qui construisent des maisons, qui ont des projets, il y en a qui vont se dire, bon, d'ici la fin d'année, il y a les grosses sociétés là qui vont faire des remises. Il y en a qui font d'ailleurs même de la publicité, vraiment, et on constate que effectivement, il y a une baisse. Donc, c'est pour dire que, en fait, Noël n'est plus seulement que pour les enfants, où on voit que c'est les cadeaux, les gens qui vendent les cadeaux, et les petits jouets qui gagnent. Non, c'est tout le monde qui fait les affaires à la fin de l'année. Alors, justement, c'est une période où tout le monde fait les affaires. Et vous évoquez justement le cas de ces commerçants véreux qui profitent de cette période-là pour mettre sur le marché de faux produits. Mais en réalité, comment est-ce que le citoyen doit s'y prendre
pour éviter de tomber dans le piège? Voilà, donc déjà, il faut, le piège que vous dites, c'est très important. Il y a des produits qui ne doivent même pas rester dans certains conditionnements, qui sont dans les marchés sous le soleil. Et donc, la température fait que parfois les emballages se gonflent. Donc, en ce cas, vous pouvez voir même que la date de péremption n'est pas encore arrivée, et que ce produit est encore en bon état d'utilisation, mais en réalité, le conditionnement n'étant pas favorable, le produit peut être un danger pour la santé. Donc, vous allez voir même des produits de conserve qui commencent par être bombés. Ce n'est pas intéressant. Donc, il s'agit que les consommateurs soient vigilants, qu'ils regardent bien. Et quand le prix, il y a aussi l'écart. Parce qu'il y en a aussi qui aiment trop le moins cher. C'est-à-dire qu'un produit qu'on vend à 500 et du jour au lendemain, tu apprends que c'est 100 francs. Et nos moments-là, il y en a qui... Cela se comprend peut-être pas. Qui se ruent dessus parce qu'on se dit que c'est une opportunité. C'est faux. C'est aucune opportunité. Si tu regardes bien la date, si ça se trouve, tu as peut-être 1 ou 2 jours pour consommer ce produit-là. Quand l'écart est aussi énorme, il faut faire attention. Et ça, il faut que ça... On se dit... Il y a un truc là derrière. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas prendre des produits où l'écart, la promotion est très importante. Ça va du 40, bon, jusqu'à 40%, 50%, ça va. Mais quand ça va dans les 80%, 90%, ce n'est pas intéressant, il faut faire très attention. Alors, les inspecteurs également qui doivent faire le contrôle sur le marché, ils ont un grand rôle à jouer. Ah, tout à fait, ils ont un grand rôle. Et en dehors des inspecteurs, je voudrais aussi dire aux commerçants que c'est vrai qu'on veut gagner de l'argent, on veut faire des activités, mais ils n'ont qu'à avoir la crainte de Dieu, de ne pas faire manger des produits avariés aux populations. Parce que le problème, toi, tu crois que tu as gagné de l'argent, mais Dieu te voit, hein, il va t'attendre au carrefour. Même si la police sanitaire ne te voit pas, tu crois que tu fais des affaires, tu peux être surpris du jour au lendemain, tu peux tomber. Hein. Donc, il faut que les gens aient la crainte de Dieu. Un produit que vous ne pouvez pas manger, vous, mais que vous ne pouvez pas consommer, il ne faut pas qu'à cause de l'argent, vous mettez ça sur le marché. Moi, c'est un conseil que je voudrais dire aux gens, parce que quand tu ne perds pas les impôts à l'État, tu perds les impôts spirituels. Donc, à partir de cet instant, chacun n'a qu'à faire attention, ne pas se dire que c'est parce que c'est Noël, c'est d'office, on peut mettre sur le marché et faire consommer aux gens du n'importe quoi. Et une chose est sûre, si vous faites attraper, vous allez payer ça aussi très cher. Très cher. Alors, une opération, on l'a brossé brièvement tout à l'heure, une grosse opération qui a souvent lieu durant cette période, c'est Papa Noël. Oui. Un concept qu'on ne maîtrise pas toujours, qui a du mal et qui perdure dans le temps quand même. Une grosse opération commerciale qui se fait autour de Papa Noël. Oui. Ah ouais, c'est vrai que l'effet Papa Noël là, même si les enfants connaissent déjà qui est Papa Noël, qui savent que c'est le Papa Noël là, c'est en fonction de chaque famille et qu'on le montre, puisqu'aujourd'hui maintenant même les tout petits de 2-3 ans ils vont te dire non, je sais que c'est toi qui as mis le cadeau là la veille. Donc ils savent déjà que Papa Noël c'est de l'imaginaire et on s'y amuse, mais comme on les aime bien et que même ils savent que même si ce n'est pas du réel, c'est beau parce que ça leur apporte quelque chose. Ils aiment Papa Noël. Alors, donc, nous aussi, on aime bien leur Papa Noël et on aime bien leur faire le Papa Noël. Il y a des enfants qui veulent bien avoir l'arbre à la maison. Il y en a qui d'autres, ce n'est pas l'arbre son problème, il veut avoir son cadeau. Donc, chaque famille gère au mieux comme il peut. Mais bon, je crois que le phénomène Papa Noël, il ne va pas disparaître, certes. Mais bon, ailleurs, ça commence pas à disparaître. Puis il y a des enfants, ils veulent même plus qu'on leur chante ça. Ils veulent même plus l'habillement. Donne-moi ce que tu veux me donner. Et puis, c'est qu'à Noël, il a un droit à un cadeau. Les plus petits encore, eux, Papa Noël, les sidère encore. Et donc, bon, je crois que ça, son rôle aussi. Et puis, c'est dans les écoles. Et les enfants sont toutes ça. Il y a des maisons où tu viens, le petit, il a 1 minute, tu te demandes, mais parce que maman n'a pas encore amené le sapin et que lui veut voir Papa Noël. Donc, ça devient obligatoire. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Non, mais ça fait beau, c'est le monde. Ça fait beau, mais ce sont les parents qui saignent, ou plutôt les poches. Oui, mais on peut éviter aussi d'essayer. Il faut être rationnel en tout. Ce n'est pas parce que Noël est arrivé qu'on ne va pas manger et qu'à ça, il faut il faut le faire. Il faut faire Noël. Il faut anticiper. Je crois que pour la plupart, on anticipe. Hein. C'est déjà le dernier trimestre qu'on commence par anticiper. Tu vois les parents avertis qui disent « Ah, il faut que j'apprenne parce que je ne peux pas échapper à ça. » Il ne faut pas attendre aussi le dernier moment pour commencer par dire qu'on veut préparer les cadeaux de Noël. Sinon, c'est là qu'on subit un dictat. Tu as la chance de trouver un truc intéressant ou pas. Et, tu vois. Et puis déjà, au cours de l'année, tu as déjà l'occasion de savoir ce qui va faire plaisir à ton enfant. Et il y a des parents qui amènent les enfants indirectement au marché pour sonder un peu ce qui va leur plaire. Et ça devient une surprise. C'est ça qui fait aussi la beauté de l'événement. Voilà. Et donc, la fête de Noël, c'est toute une illumination. Oui, c'est une illumination que enfants et grands, petits et grands, tout le monde
On est habitué maintenant, c'est devenu tradition. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont hostiles, surtout chez nous, les musulmans, il y en a qui sont hostiles, ils se disent que ce n'est pas notre fête. Mais bon, on est dans un environnement planétaire où vraiment ce truc-là a pris de l'ampleur et que c'est les enfants qui dirigent le monde maintenant. Hein. Donc, pour leur faire plaisir, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Sinon, tu vas rendre ton enfant triste quand ses camarades ont eu leur cadeau de Noël. Ils sont tout heureux. Le retour à l'école, voilà, ils sont tout heureux. Toi, tu as eu quoi comme cadeau de Noël? Et donc, l'autre ne va pas le dire, tu le rends triste dans un environnement, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, c'est l'environnement, c'est la masse. Ben bon, on est toujours content de voir ça puisqu'on se dit qu'on a traversé l'année. Et pour les adultes aussi, c'est la fin de l'année, une fin d'année heureuse et on est content. Donc, c'est une manifestation quand même de la grâce de Dieu à la fin. Merci beaucoup à vous, Madame Alimante Badarou. Nos échanges s'arrêtent ici et en attendant, on laisse Noël nous illuminer. Tout à fait. Et je vous dis de faire attention à vos poches. Ah oui, voilà, attention à vos poches. Wikeko, donc, de ce dimanche, s'achève également ici. Sur cette recommandation, attention à vos poches. Vous pouvez revoir Wikeko sur la chaîne YouTube de l'ORTB. En attendant, je n'oublie pas de vous souhaiter un joyeux Noël.